Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e épisode du podcast Expérience Loisirs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'OQL, l'Observatoire québécois du loisir, à titre d'invité et qui d'autre mieux placé pour nous parler que de son propre directeur, c'est-à-dire j'ai nommé Marc-André Lavigne. Marc-André, en fait, est non seulement directeur de l'OQL, mais il est aussi directeur du comité de programme en premier cycle en loisirs, culture, tourisme et professeur au département d'études en loisirs, culture, tourisme. Donc aujourd'hui, bien sûr, son titre qui va nous intéresser étant le titre de directeur de l'Observatoire québécois du loisir. On sait qu'on a un OQL, on sait qu'elle nous fournit des bulletins, on sait qu'elle nous acquiert beaucoup d'informations, mais c'est quoi l'OQL? C'est qui l'OQL? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? On n'a aucune espèce d'idée. En tout cas, moi, je n'ai aucune espèce d'idée. Donc, c'est ce que j'ai parlé avec Marc-André pour l'ensemble de l'épisode. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Encore une fois, un grand merci à Marc-André pour sa participation. Si vous aimez, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Je pense que ça va donner un grand coup de pouce au niveau du podcast, au niveau de la diffusion du podcast. Donc, un grand merci de partager l'expérience loisir. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. OK, ciao! OK, donc avec nous aujourd'hui, Marc-André Lavigne, en fait, de l'OQL, l'Observatoire québécois du loisir. Je ne sais même pas par où commencer pour te remercier de ta présence. C'est super apprécié que tu sois une partie prenante, en fait, du podcast, que tu participes à titre d'invité. C'est super apprécié. Donc, merci de ta présence. Merci de l'invitation. Puis, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, on se le cache pas, on va parler de l'OQL, on va parler de toi aussi à titre d'individu parce que j'ai la chance de t'avoir avec moi, puis je veux m'assurer de comprendre, tu sais, ton parcours un peu professionnel, pourquoi le loisir, patati patata. Mais j'ai une question, depuis l'invitation que je t'ai envoyée, j'ai une question qui me trotte en arrière de la tête. Pourquoi est-ce que tu as accepté l'invitation? Pourquoi j'ai accepté? En fait, pourquoi pas? Moi, je trouve que vraiment c'est une super belle initiative. Tu as un succès de contenu, puis tu as également un succès de présence parce que vraiment, le nombre de téléchargements a vraiment d'augmenter de séance en séance. J'espère que tu es fier de ton initiative. Oui. Puis moi, ça me permet de garder un contact avec nos étudiants, puis ça me permet de garder un contact avec ceux qui veulent inspirer le loisir au Québec. Bon, c'est un peu où présentement je suis, parce que je suis présentement à la direction du programme de baccalauréat en loisirs, culture et tourisme en tant que professeur au département d'études en loisirs, culture et tourisme, et à la fois également à la tête de l'Observatoire québécois du loisir. Donc, ça vient un peu, je trouve que on aurait dû, on voulait même, je pense que la vie a fait en sorte que c'était plus difficile. Mais la chose, par exemple, je ne savais pas que je passais après Marie-Laurence Audet. Donc, la barre est haute. Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Je ne sais pas si j'avais accepté. Superbe entrevue, vous deux, le mois dernier. Superbe entrevue. Donc, ça met la barre haute pour la suite. Ben, merci, c'est super apprécié. Effectivement, j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur aussi au bac loisirs, culture, tourisme. Donc, peut-être justement, si on recule, on parlait du bac, on parlait de tes plusieurs titres. Comment est-ce qu'on fait pour devenir Marc-André Lavigne? C'est quoi tu sais, parce que dans le fond, faut être un passionné du loisir. Comment est-ce que ça a parti tout ça pour toi? Sur mon parcours un peu. Ouais, sur ton parcours. Écoute, moi, je viens de l'événementiel. Moi, OK. j'étais adolescent, je m'impliquais dans tout ce qui se pouvait au niveau de l'événementiel. C'était mon dada, c'était ma passion. Mes premières expériences de travail touchaient l'événementiel, mes premières expériences de bénévolat dans des petits événements, dans des événements majeurs. Je gérais quand même beaucoup de personnel. Je gérais pour l'âge que j'avais à l'époque avec du recul. Tu dis, OK, finalement, je suis. Quel âge? J'avais 17 ans, puis OK. j'avais une cinquantaine de personnes sous moi, puis c'était un peu un peu vers là que j'avais décidé d'aller professionnellement, puis je me suis ramassé en loisirs, culture et tourisme. C'était au 20e siècle. J'ai rentré en 99, donc c'était le baccalauréat en récréo, Ouais, en ouais. récréologie, en me promettant de ne pas aller en loisirs municipal, OK. pas aller en loisirs publics. Et écoute,
C'est pas un secret pour bien du monde. Mon père était très impliqué en loisirs Oui. municipal. Puis je me disais, je ne suivrai pas les traces de mon père. Déjà, je m'en vais en loisirs. Il n'avait pas fait loisirs, mais en même temps, au même moment, lui, de son côté, il devenait premier président de la QLM. Il devenait directeur des loisirs à la nouvelle ville de Québec parce qu'il y avait les fusions, puis il y avait tout ce processus-là. Donc, moi, je m'en vais culture, culture, culture. Et donc, j'ai fait mon bac, j'ai vécu mon bac jusqu'en 2002. Je devais être adjoint aux Jeux du Québec, OK. au DG aux Jeux du Québec, tout de suite en sortant, mais j'ai reçu une bourse d'études. Donc, un coup de tête, j'ai refusé le poste. Je suis retourné aux études. Bien, j'ai continué mes études à la maîtrise en loisirs, culture et tourisme. Et là, la vie fait en sorte que tu retournes sur certaines traces. Et après un contrat, je travaillais avec André Thibault, avec le laboratoire en loisirs et vie Mhm. communautaire. Puis il y avait un projet pour la nouvelle ville de Montréal à l'époque, un projet de politique du loisir. Donc vraiment, essayer de trouver un peu une logique pour rassembler l'ensemble des nouveaux arrondissements. Et là, à un moment donné, puis c'est pas un projet, c'est même un projet qui a été tabletté, c'est pas un projet qui a été adopté. Puis la directrice ou quelqu'un dans la haute administration à la Ville de Montréal m'a dit OK, mais pourquoi les élus ils ne s'intéressent pas au loisir? Pourquoi le OK. loisir, ce n'est pas un problème public? Donc, j'ai parti de là, j'ai tout mis de côté, j'ai recommencé mon mémoire et depuis ce temps-là, c'est vraiment ce côté-là, le loisir public, la relation entre l'administration publique et les citoyens et les élus. C'est quoi notre place comme drôle de bébite qui est le loisir public? Donc, ça a été que finalement, où c'est? Je me suis en allé en loisir municipal. J'ai décidé d'aller faire. Finalement, j'ai poursuivi, après mon déclic, j'ai poursuivi mes études au doctorat en analyse et management des politiques publiques à l'ENAP, l'École nationale d'administration Mhm. publique. Ensuite, j'ai été chargé de cours 2 ans. J'ai été ensuite professeur, ça va faire 11 ans, au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis co-directeur d'une équipe de recherche qui est l'Observatoire. C'est une équipe de recherche et de transfert des connaissances, OK. même qu'on on se présente depuis maintenant 8 ans. Et j'ai un mandat de 3 ans là, qui vient à échéance l'année prochaine en titre de directeur de programme au niveau de la promotion et de la gestion de notre baccalauréat à Trois-Rivières. Puis au niveau de ton titre de professeur, dans le fond, je veux dire, je pense que je regardais la moyenne des professeurs, tu étais dans les plus jeunes quand j'étais moi-même étudiant. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça, ton arrivée à titre de professeur pour enseigner le loisir? C'est vraiment particulier parce que tu arrives dans ton nouveau milieu de travail, que tu as des gens que tu admires, qui sont Mhm. tes nouveaux collègues, que vous voyez pendant une dizaine d'années parce que tu es là depuis 10 ans. Et j'ai jamais tutoyé autant des gens que mes OK. nouveaux collègues. Donc, ça a été difficile, mais en même temps, c'était mes pantoufles. Rapidement, le monde du loisir, puis je veux dire, toi aussi, tu l'as tatoué sur le cœur. Il y a Mhm. tellement de gens qui l'ont tatoué sur le cœur. À Trois-Rivières, on arrive avec une vision vraiment complètement différente. On est les plus gros dans la francophonie à faire ce qu'on fait, puis on est vraiment connecté avec le milieu et l'Observatoire vient jouer un peu ce rôle-là. Mais il n'y a rien de plus passionnant que travailler dans cette université-là et de travailler dans ce département-là, puis essayer de construire et aider à bâtir la profession et également la recherche en loisirs. Donc, c'est là d'où vient ma passion. Puis moi, elle vient de là. Elle vient vraiment du contact avec les nouveaux étudiants. Puis j'arrive dans un contexte où je peux toutes les voir. Là. Ben, Donc, oui, puis c'est formidable. J'ai aussi une question. Tu m'as parlé un peu de ton père tantôt. Un souper chez les Lavignes, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est que du loisir? Est-ce que c'est non, non, on parle absolument pas de ça. non, au contraire, mon frère est en éducation physique, responsable d'un OK, sport-études, donc on rajoute le côté sport à OK. l'intérieur de ça. Non, c'est assez impressionnant quand ma nouvelle blonde arrivait dans le souper de Oui. famille. Parce que oui, en effet, Ça on peut être discutait impressionnant d'enjeux. quand même, hein? Mais moi, c'était une personne qui. Puis j'ai jamais caché. Moi, mon père était une personne extrêmement importante dans ma vie professionnelle, autant que c'est une personne. Il n'y a personne, j'ai entendu dans ma vie, qui a dit quelque chose de négatif sur mon père. Et c'est quelqu'un qui a apprécié de tout le monde. C'est une personne avec une superbe vision. Donc, c'est sûr et certain que
c'est venu influencer qui je suis devenu comme professionnel et comme professeur également, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lui, il y a beaucoup de sa vision du loisir public et on avait pendant un certain temps aussi une petite compagnie. J'ai financé finalement mon doctorat à faire de la recherche et du développement avec lui, parce qu'avant, on ne pouvait pas travailler ensemble. Je ne pouvais même pas travailler au camp. Je pouvais même pas travailler au camp de jour dans ma ville parce que mon père avait mis une règle que je ne pouvais pas travailler pour la ville. Donc, question de népotisme, j'imagine? Exactement. Donc, on est arrivé dans une situation vers la fin qu'il avait pris sa retraite. Moi, je n'avais pas de lié. C'est comme si on a fait quelques contrats ensemble. Donc, justement, on parlait justement ensemble de tes modèles, de pouvoir les côtoyer et compagnie. J'imagine que c'est quelque chose que tu as aussi la chance de faire à titre de directeur au niveau de l'Observatoire. Avant de rentrer dans le thème pour le situer, justement, aujourd'hui, c'est quoi l'OQL? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je voulais qu'on la situe un petit peu dans le temps, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle a été... c'était quoi la pertinence d'avoir un observatoire québécois du loisir? On est dans les quelles années environ? Donc c'est ça, je te laisserai développer là-dessus. Oui, on est 2003, donc vraiment au début des années 2000. Puis il y a beaucoup de changements à l'époque en loisirs. Donc, on a vraiment un désir à la fois du gouvernement de restructurer un peu, donner des pouvoirs supplémentaires. Et on a également, les villes avaient davantage de pouvoirs, ou du moins avaient les capacités d'agir davantage en loisirs. Puis il y avait un désir également à l'époque, il y avait beaucoup d'observatoires, beaucoup de n'importe quoi, mais il y avait un désir dans notre milieu de lier l'université comme lieu du savoir et la pratique professionnelle. Pour pas que l'université demeure dans sa tour d'ivoire, qui finalement développe à quelque part uniquement pour du savoir pour lui-même, d'essayer de vraiment s'assurer qu'il y a un canal. Puis tu le sais, on est dans des petites organisations. Tu n'as pas nécessairement le personnel nécessaire pour faire du recherche et développement, mais pourquoi, sans prétention, l'université ne deviendrait pas, pourrait pas offrir des outils qui permettent d'orienter certaines décisions, d'aider à la prise de décision, de dire, écoutez, il y a telle tendance qui s'en vient, faites attention, avez-vous pensé à ceci, avez-vous pensé à cela, avez-vous telle nouvelle réglementation, telle nouvelle tendance qu'on voit. Donc, on dit, on va avoir essayer de donner à quelque part à la fois pour les professionnels, les preneurs de décision, les élus, mais également les médias, d'essayer essayer de faire parler davantage le loisir, essayer de le documenter, toujours dans une perspective terrain. Donc, c'est vraiment de là est venue la création. Puis au début, on avait un ensemble de partenaires qui étaient impliqués, qui étaient le ministère, à la fois c'est le secrétariat du loisir et au sport. Il y avait également l'AQLM qui l'AQLM qui venait d'être créée, qui a eu une fusion puis essayé de structurer. Il y avait Sport Québec, il y avait le Conseil québécois du loisir, les URLS et également l'Observatoire, il faut un peu le comprendre, c'est un peu complexe, mais comme étant le bras droit d'une équipe de recherche qui s'appelle le Laboratoire en loisirs et vie communautaire, qui était à la fois menée par André Thibault, maintenant par Julie Fortier et Sylvie Mignot dans notre équipe. C'est comme si le laboratoire est un peu responsable de la création de la recherche et l'observatoire un peu responsable de la diffusion de la recherche. Donc, on essaie toujours de travailler en collaboration pour pas que justement des nouveaux résultats restent tablettés à quelque part. Donc, ça devient un peu, ça a été un peu autour de la vision d'une personne, puis on va en parler souvent si on parle d'observatoire, d'André Thibault, qui était professeur à l'époque au département d'études en loisirs, culture et tourisme, qui est maintenant professeur émérite chez nous, qui est toujours extrêmement actif et toujours aussi inspirant. Fait plusieurs formations. Justement, j'ai eu la chance d'en suivre une à la ville de Sherbrooke. Donc, on est en 2003, on parle d'environ 17 ans. En 17 ans, j'imagine qu'il y a eu des grosses étapes. Y a-t-il c'est quoi les principales évolutions de l'OQL? Je dirais que l'observatoire, parce que c'est rare aussi de voir un observatoire vivre aussi longtemps que ça. Puis ça, c'est parce qu'on... Ah oui, vraiment. Avant, il y avait un modèle observatoire il y avait plusieurs observatoires. De moins en moins, on le voit, ce modèle-là rester, mais je pense qu'on a réussi à y trouver sa pertinence. Parce que la manière de trouver l'information, puis c'est toujours ça un peu le nerf de la guerre, c'est de trouver de la bonne information pertinente. Bien, on ne va pas chercher de la même manière présentement l'information qu'on allait la chercher en 2003. Donc, nous, ça nous pousse à nous moderniser. Donc, avant, on voulait capturer toute l'information. On voulait vraiment essayer de capturer, essayer de garder ça chez nous. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Google, qui est pas mal fort. C'est nouveau, ça, hein? C'est assez nouveau. On a vu leur budget, on dit on est capable de coter, peut-être pas. Donc,
un peu l'image qu'on commence à avoir dans l'équipe, c'est on va arrêter de se comporter comme étant une bibliothèque, d'avoir des archives, mais davantage comme un musée. C'est de trouver la OK. bonne information puis de la mettre en anglais, l'expression curating, donc vraiment de la mettre en valeur. Et c'est davantage nos avenues de développement vont vraiment sur cette vision-là. Donc, comment qu'on a l'Observatoire a évolué? Il m'a beaucoup évolué sur la manière qu'on allait chercher de l'information pour la OK. traiter également. On est beaucoup plus maintenant sur le scientifique. Puis on va pousser davantage, au cours de notre but aussi, de pousser davantage vers l'international, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe au Canada anglais, qu'est-ce qui se passe à l'international. Est-ce qu'il y a, on n'arrête pas de parler de la Scandinavie, par exemple, mais qu'est-ce qui se passe en Scandinavie? Puis essayer d'avoir un réseau de contacts qui va pouvoir nous alimenter là-dessus. Donc, comment l'Observatoire a évolué, puis comment il évolue encore aujourd'hui, mais réfère beaucoup sur quel type d'informations vous avez besoin sur le terrain, puis comment nous, on est capable de le traiter également, parce on a le même problème que vous, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations. Donc, Mhm. comment essayer de trouver la plus pertinente, ça évolue avec la manière qu'on est capable d'aller chercher cette information. Puis est-ce que, là, je devance peut-être une question, mais est-ce que dans l'aspect du fake news, ça existe-tu en loisir? Est-ce que vous devriez débroussailler justement ce contenu-là, ces données-là? Qu'est-ce qui est en fait difficile avec nous autres, c'est, oui, ou avec la fake news, c'est rare qu'on va essayer d'utiliser le loisir à mauvais escient puis essayer de Ouais, le jouer de cette ouais. façon-là. Peut-être en me couchant tantôt, je vais ah oui, j'aurais dû répondre à cette question de cette façon-là. Mais tu sais, à Mais, titre d'exemple, pour les camps de jour, là, on se fait bombarder un oui, peu à gauche et ouais. à droite de toutes les informations. Est-ce que, tu sais, une fake news d'une personne qui est bien intentionnée, à titre d'exemple, selon moi, voici, je vous donne une information qui est statique. Donc, étant donné qu'on a des nouvelles à tous les jours, demain, elle est erronée, elle est plus bonne. Est-ce que ça, justement, vous devez vous battre un peu sur non, non, c'est plus ça, il faut aller chercher tel type de données maintenant? Et c'est plus des fois de prendre l'information puis mal la citer, de OK. mal comprendre la méthodologie à l'arrière, puis dire des éléments un peu absurdes. Puis des fois, ça sort de nos propres réseaux. Et des fois, on est mal cité. Puis là, tu dis, OK, l'Observatoire a dit ça. Non, 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 OK. l'Observatoire n'a pas OK. dit ça. C'est justement ça. Ça, c'est OK. peut-être un défi de mieux travailler avec ceux qui utilisent nos sources d'information. En même temps, c'est ça qu'on veut. On veut essayer, on veut que les gens prennent notre matériel, puis le fait leur, puis diffuse, partage, Mhm. publie, reprend certaines idées. Mais donc, c'est notre volonté aussi de vulgariser le plus possible. Parce que si jamais le monde utilise peut-être nos données d'une mauvaise façon, le problème vient peut-être de nous autres, qui a Ouais. peut-être mal expliqué. Ça, c'est vraiment de prendre des éléments des fois qui sont extrêmement complexes, Mhm. puis le ramener dans un langage punché, dans un contenu tu n'as pas le temps dans ton quotidien de lire des rapports, mais nous, on va Mhm. peut-être le lire et essayer de le mettre en contexte, puis t'aider en 5 pages, 2000 mots. C'est ça généralement notre mandat, mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Là, je veux revenir en arrière parce que j'ai mille et une Oui, questions sur qu'est-ce qu'on jase, puis je sais qu'on avait justement une petite question sur les enjeux, mais juste avant de parler des enjeux, aujourd'hui, tu nous as parlé un peu, tu nous as situé l'Observatoire, elle était où? Elle a évolué surtout au niveau tout ce qui était la collecte de données, mais aujourd'hui, la mission, l'objectif premier de l'Observatoire, on en a parlé un peu tantôt, c'est un peu l'instance qui va être une veille pour le milieu. Mais c'est quoi des objectifs précis, un peu plus précis là, de l'OQL? généralement, tu l'as bien dit, le mot c'est veille stratégique. Puis le mot veille stratégique, c'est rare qu'on l'utilise de cette façon-là. Généralement, c'est un mot peut-être un petit peu plus niché, mais c'est vraiment ça notre but. C'est vraiment de comprendre l'environnement dans lequel les organisations évoluent. Et à partir de là, elle va prendre les meilleures décisions, les meilleures stratégies, les meilleures tactiques à partir de qu'est-ce qu'on est capable possiblement de donner comme information. Donc, notre mission est vraiment autour de cet élément-là, cette fonction du récréologue également, qui est la veille stratégique. Lié à ça, nous, on essaie de viser principalement les populations, les OK. programmes, les politiques. Essayer de voir, en d'autres mots, on peut voir, essayer de voir à partir de là qu'est-ce qui se passe, puis on rajouterait peut-être le scientifique également. Donc, c'est Quand quoi tu dis dans... les visées, excuse-moi de te couper, quand tu dis les Oui, visées, c'est d'aller chercher les données à même les politiques, la population. C'est pas eux votre clientèle, mais c'est eux votre laboratoire, si on veut, dans un certain sens. bien, c'est surtout de vous dire, écoutez, il y a peut-être tel changement de politique qui s'en vient, ça va avoir OK. un impact sur vous autres. Donc, OK. essayez de voir qu'on parle de tendance, mais c'est de voir un peu qu'est-ce qu'il va y avoir comme répercussion dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, si tu veux à prendre une décision là,
puis tu es dans une petite municipalité, vous êtes deux, tu es tout seul, mais peut-être on pourrait peut-être t'aider pour te dire, hey, as-tu pensé que OK. peut-être tes personnes âgées, là, c'est plus la même. Si tu essaies d'y aller avec un bingo shuffleboard, mais ça se pourrait que tu aies moins de participants. Puis essaie de mieux comprendre, essayer donc de vulgariser sur ces éléments-là. Donc, peut-être ma première question, c'est à qui ça s'adresse, tout votre contenu. Puis après ça, est-ce que vous le créez différemment pour les types de clientèle? En fait, c'est ça un peu le défi parce que un de nos produits phares, c'est un bulletin. Vulgarisé, on en fait 16 par année. On choisit nos sujets. On en fait 16. Des fois, on travaille avec des partenaires. Des fois, il y a même des gens qui disent hey, moi, ça me tente d'écrire pour vous autres. On prend ces 16-là, on fait une bonne révision de contenu. Mais à la fin, il faut que ça touche, il faut que ça soit lisible par un étudiant, OK. par un président d'association de soccer, par un professionnel, par un élu. Et des élus, il y en a de toutes les sortes. Mhm. Donc, c'est notre but, justement, qu'à la fin, notre output, donc nous voyons qu'est-ce qu'on sort comme Mhm. produit, puisse répondre dans un langage qui est clair, mais qui est quand même, qui demeure finalement avec une de grande qualité. Puis, comment est-ce que c'est opéré un observatoire de nos jours? C'est qui l'équipe? C'est quoi que vous faites au sein? Est-ce que vous êtes une équipe de 70, de 10, de 3? De trois, principalement de trois. Dans l'équipe présentement, en fait, on a deux professionnels à temps partiel. On a Marc Saint-Onge. Qu'est-ce qui est intéressant, Marc également est à temps partiel chez nous, mais est également DG de l'Association québécoise du loisir pour personnes handicapées OK. et qui est chargé de cours également chez nous. La deuxième personne, qui est Jean-Marc Adjidian, qui est étudiant au doctorat à l'Université d'Ottawa. Et ensemble, on sépare à quelque part les dossiers. Il y a des dossiers de développement, il y a des dossiers de veille, et on essaie d'être le plus réactif possible quand on voit quelque chose, un nouveau sujet. Là, c'est sûr et certain qu'on s'en va vers l'immigration pour les prochaines années avec ce qui Mhm. se passe présentement aux États-Unis. On ne peut pas Mhm. passer à côté. Il y a des éléments COVID, bien sûr, au cours de l'été. On va travailler sur c'est quoi les impacts du COVID. Le projet COVID, pour nous autres, était une espèce de cauchemar parce que ça évoluait tellement rapidement qu'entre le temps qu'on allait cibler quelque chose et qu'il allait sortir, mais donc, on y va avec de l'analyse et qu'est-ce que tu as? On a un logiciel qui prend les empreintes de centaines de sites qu'on a déjà vus Ah dans notre oui. secteur. OK. Et à chaque fois qu'il y a des modifications sur ces sites-là, on a des alertes. Donc, dès qu'il y a Comme... quelque chose de nouveau, on est capable de le voir qu'aux États-Unis, l'Association américaine des camps, qui est une grosse machine, vient de sortir un nouvel outil. OK, OK. est-ce qu'on fait quelque chose avec ça? Donc, ça fait partie un peu de notre réflexion sur comment on opère de notre côté. Puis, ça ressemble à quoi une journée à l'OQL? Je veux dire, on se fait un meeting, on se parle de nos tendances, puis let's go, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, ou comment ça se passe? En fait, c'est beaucoup de travail en solo, considérant qu'on est en télétravail, considérant OK. aussi que. Donc, ça vient. On essaie de faire un peu de coordination, au moins d'avoir une rencontre une fois par mois, juste des fois qu'on ne faut pas échapper. Puis, quelque chose aussi qui est vraiment essentiel, puis j'aurais dû même commencer par là. Il y a également des partenaires qui travaillent avec nous. Hmm. Et donc, des fois, c'est des partenaires des professeurs, des associations, mais également des étudiants, parce qu'on est une instance universitaire. Notre but, c'est également d'intégrer des étudiants à l'intérieur. Donc, on a un ensemble de projets. Donc, on a un portfolio de projets sur lesquels on va faire du développement. Puis des fois, on a des étudiants, des fois de deuxième cycle ou des fois des étudiants même au niveau du bac qui participent avec nous aux réflexions. Puis c'est notre désir vraiment. Si je mets une idée de. Écoute, on écoute, il y a vraiment de la grande OK. écoute pour essayer que tout le monde puisse travailler. Fait que c'est pas vrai. Je t'ai menti tantôt, on n'est pas trois, on est vraiment plus une dizaine. Et ça varie, Ben, là, tout dépendant. le cœur, l'équipe en tant que telle, vous êtes trois, puis qu'est-ce qui Oui, gravite alentour, vous êtes plusieurs. Là, ça, je le comprends bien. Puis au oui. niveau des. Peut-être ça va venir toucher aussi au niveau des partenaires. Comment est-ce que c'est subventionné? Comment est-ce que ça survit un OQL? Comment est-ce que vous êtes financé? Sans dire les montants peut-être, là, mais comment est-ce que vous êtes financé? Ah, nous, c'est beaucoup, beaucoup avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui, OK. depuis le début, nous reconnaît, depuis les 17 années d'existence, nous reconnaît un rôle, même on avait un petit rôle même dans la politique, la nouvelle politique également. Et j'adore travailler avec ces gens-là. Donc, on a vraiment des beaux échanges également parce qu'on est capable de s'alimenter mutuellement. Donc, on a vraiment un lien très fort et on fait beaucoup de jaloux au Canada anglais par la OK. relation que les universités ont avec le gouvernement sur les dossiers loisirs. Donc, cette espèce de jonction-là d'interface gouvernement, les grandes associations en loisirs et l'université.
Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là. On est Est-ce que beaucoup alimenté. Oui. l'équivalent existe dans le Canada français? Anglais? Non, non, et en fait, nous regarde avec un peu Ah oui, hein? d'envie. On caressait certains projets, mais en même temps, c'était peut-être pas notre désir d'arriver avec un observatoire canadien Ouais, qui c'est ce aurait pu que être j'allais financé poser. par d'autres. OK. L'idée, peut-être que si jamais on grossit, on va grossir petit à petit, parce que ça devenait peut-être un peu plus ambitieux là, Mais comme, pour pas comme déconstruire projet. la base pour au bénéfice de la masse, là, ça je le comprends bien. Puis vos données, vos portraits sont très québécois? Ben, en fait, tu disais tantôt qu'il était Mhm. aussi international, mais pour le portrait québécois. Fait que je comprends que ça pourrait dénaturer un peu vos données, votre output justement que vous donnez à toute la population. Mais c'est exactement ça. C'est dans les discussions qu'on avait, on dit, il ne faut pas oublier pour qui on travaille. Mhm. Peut-être essayer de trouver des façons d'aller chercher des gens à l'extérieur, même peut-être des bulletins qu'on commence à explorer, des bulletins peut-être en 2 langues. OK. Donc, des bulletins peut-être écrits par des sommités dans d'autres pays pour expliquer une réalité qui touche le Québec. Puis également, nous, exporter, puis ça aussi, j'y crois beaucoup, on a vraiment des belles choses qui se passent chez nous. Mhm. On a vraiment des superbes programmes en loisirs publics, mais peut-être expliquer la réalité québécoise à des autres provinces, à d'autres pays, puis essayer de justement jouer ce rôle-là de peut-être cibler certains bulletins par année, de les traduire en anglais, puis on arrive avec un bassin intéressant. Puis ce que je trouve intéressant de la réponse que tu viens de me donner, c'est que ça m'amène tout de suite à ma prochaine question. Hein? C'est comme tout est dans tout. Tout est dans Euh, tout. Tu me parlais des bulletins. On connaît aussi très bien le portail des bénévoles. C'est quoi les outils qui sont offerts par l'OQL? Un peu les produits qui sont peut-être il y a les produits visibles et les produits plus invisibles, parce qu'on fait beaucoup de support à certaines organisations, notamment au niveau du gouvernement, sur certains dossiers très précis. Donc, c'est peut-être des éléments des fois qu'on voit moins, mais qui sortent de notre équipe. Mais qu'est-ce qui est plus visible, tu l'as mentionné, c'est nos bulletins qui sont téléchargés au moins une bonne millier de fois. Ah oui, Des fois, OK. tout dépendant du Wow. sujet, on tombe à 2000, 3000, qui sont utilisés dans les classes, qui sont utilisés comme outils pédagogiques, qui sont utilisés des fois on les voit, on se promène, on va donner une conférence à quelque part, puis il y a une coupe de bulletins sur le tableau dans la salle des employés. On sait que ces bulletins-là sont notre signature principale, puis on est très fiers de ces bulletins-là, parce qu'en plus, on se rend compte que les bulletins ont une belle espérance de vie. Il y a du téléchargement, mais on continue le tiers du téléchargement et l'année suivante. Donc, c'est pas parce qu'on crée quelque chose là qu'il n'y a plus de valeur maintenant. Euh, donc, ça devient intéressant. J'ai peut-être une question pour toi parce qu'on est beaucoup dans l'écrit. Plus en plus, on est dans une réalité, dans un monde où est-ce que l'écrit, je veux dire, aura toujours sa pertinence, mais en termes de temps, on cherche tout le temps à, tu sais, tout le monde manque de temps, tout le monde veut avoir les choses très, très rapidement. Est-ce que l'OQL est sensible à ça? Est-ce qu'il y aurait possibilité un jour d'avoir quelque chose vidéo, quelque chose d'audio, quelque chose de... En fait, même l'idée du podcast avait été même évoquée de notre côté. Mais le danger de notre côté, c'est toujours le fait qu'on veut y aller on ne veut pas avoir une position éditoriale très forte. OK. Donc, ça devenait peut-être des fois au niveau du choix, d'espèce de supervision de qu'est-ce qu'on voulait au niveau du podcast. C'est beaucoup, et on peut Demandant. s'en parler, exactement, ça peut être demandant. Donc, à un moment donné, c'est de prioriser, mais en effet, Je on est en comprends. train de. Il y a d'autres. Je ne vais peut-être pas voler de punch ou des fois, on n'irait pas vers ces avenues-là, mais oui, on essaie de faire donner peut-être une deuxième vie à nos bulletins, essayer de l'expliquer autrement. Est-ce que tu as raison que oui, il y a l'écrit, mais de plus en plus, on consomme notre information autrement. Et si jamais on veut essayer de faire parler de loisirs, peut-être aussi trouver des façons que ça voyage également autrement. Et ça, on en est conscient. Puis, je suis, peut-être pas monsieur, madame, tout le monde, mais je suis une personne qui a étudié en loisir, que ce soit la technique, que ce soit le bac, maîtrise, doc, ou je travaille même en loisir. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de m'impliquer au sein de l'observatoire, que ce soit court, moyen, long terme? Y a-t-il moyen que je puisse m'investir? En fait, la meilleure manière de s'investir pour nous, c'est de nous partager votre réalité. OK. Des fois, de voir si on est de la veille stratégique. Encore là, nous, on est une équipe à l'intérieur d'une instance universitaire. Des fois, sur le terrain, vous avez une espèce de vision. Mais des fois, on reçoit des courriers en disant hey, juste s'assurer, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? OK. Avez-vous vu tel projet de loi? Hey, vous savez que ce projet de loi-là qui s'en vient, ou telle règle, ou tel élément qui s'en vient va avoir un impact majeur. Des fois, on le sait et on est déjà prêt, mais des fois aussi,
On est capable de dire, OK, mais chez vous, à Sherbrooke, comment ça se vit? C'est quoi Puis essayer l'impact? d'avoir, Oh, oui, c'est quoi l'impact qu'on est capable d'avoir? Des fois également, cette espèce d'échange-là, on l'a aussi dans un autre produit qui est la journée d'observatoire. On OK. essaie d'organiser une fois par année une journée de réflexion sur un sujet précis. On a fait sur les personnes âgées, le bénévolat, les camps de jour, l'expérience inclusive, essayer de sortir des sentiers battus, puis essayer d'avoir des discussions. C'est là que tu vois un peu que l'Observatoire se voit comme une plateforme où on essaie une interface, où on essaie de se faire alimenter également. Donc, journée d'Observatoire, participer, on essaie de rendre ça le moins cher possible. Toujours un beau succès de foule également. Donc, succès de foule, succès de participation. Succès de foule, succès de Succès de foule. foule, succès de foule, qu'est-ce que ça fait? C'est un nouveau terme. Exactement. C'est tendance. C'est très tendance. Tu parlais du portail des bénévoles. Je pense qu'on peut faire Ouais. autrement. On peut faire mieux au niveau du portail des bénévoles. On est capable de donner un meilleur soutien parce qu'on a besoin de mieux soutenir. C'est notre mandat souvent comme récréologue de soutenir les associations locales. Donc oui, on est capable, c'est partir un dialogue, je pense que nous, ça nous alimente beaucoup. Ou des fois de dire, eh bien, moi, j'aimerais ça écrire à l'Observatoire, mais une fois de temps en temps, on a des gens qui ont le sujet, on est très critique, on est bien têteux sur qu'est-ce qu'on vraiment, vers où on s'en Je veux dire, va. c'est normal, là. C'est normal aussi, puis des fois aussi, il faut s'en aller du corporatiste aussi. C'est OK. ça aussi, des fois, le nombre de compagnies qui nous écrivent en disant non, on ne va pas faire de publicité pour un. Donc, ça fait partie un peu de tout ça. Ben, dans le fond, pour poursuivre peut-être un peu sur cette question-là, euh, euh, parce que dans le fond, tu sais, moi, j'arrive là, dans le milieu, ça fait peut-être, mon Dieu, je pense que ça fait 4 ans que je suis, 4-5 ans que je suis gradué. Vous attendez à quoi, dans le fond, des personnes? Ou, premièrement, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Puis, deuxièmement, est-ce que vous avez comme un standard de appelle-nous pas si, tu sais, je sais pas, y a-t-il comme quelque chose que, parce que, dans le fond, vous allez recevoir des tonnes et des tonnes de courriels si tout le monde vous écrit. Est-ce que vous avez comme un certain appel à tous avec des experts précis, puis les autres, c'est comme du cas par cas? Ou vous avez comme une plateforme, venez nous écrire, on veut avoir du jus, puis... Mais en fait, c'est davantage, on a beaucoup des tonnes de courriels, OK. mais des fois, c'est des questions, on a des tonnes de courriels même de l'international. Souvent, on essaie de joindre peut-être les meilleures personnes. On se voit plus comme du dating que d'autres choses à quelque part. OK, Donc, des OK. fois, on a des gens au Nouveau-Brunswick qui disent hey, nous, on a besoin de quelqu'un, connaissez-vous telle personne? Des fois, des questions très techniques qu'on est capable de répondre. Sinon, on réfère par exemple à l'URLS. Euh, donc, oui, on est capable, on aime avoir ces gens-là, on aime avoir ce contact-là. Donc, dans le fond, les personnes peuvent venir écrire, peuvent venir envoyer des courriels. Où? Est-ce que c'est tout simplement l'adresse Ouais. générique? Est-ce que c'est... Je pense que la meilleure façon de nous joindre, c'est sur notre site internet www.uqtr.ca/OQL, c'est possible de s'inscrire également sur, on a 5000 membres présentement, qu'on n'est pas OK. trop harcelant sur nos infolettres, et également par le biais de Facebook. Donc, on essaie de multiplier. On n'est pas les plus actifs sur Facebook, on est capable de cibler on est capable de cibler là, nos envois et donc c'est davantage de cette façon-là que nous, on donne l'information, mais également par le courriel OQL@uqtr.ca, c'est de façon également qu'on est capable d'avoir de l'information. Parfait. Donc, si les personnes veulent, je vais aussi mettre le lien du site Internet sous la vidéo. Donc, Merci. les personnes vont pouvoir aller vous envoyer une tonne de courriels pour vous donner du jus. Ça va nous faire plaisir de répondre. Parlant d'une tonne de courriels, vous devez, un peu comme toutes les instances, toutes les organisations, avoir des défis. C'est quoi les principaux défis au niveau de l'OQL? Je t'en nomme peut-être quelques-uns. Au niveau des ressources humaines, on en a parlé un peu tantôt avec les étudiants qui sont votre banque, si on veut, de renouvellement, si on veut. La diffusion des informations. Bref, je te lancerai avec la grande question de c'est quoi les défis de l'OQL? On n'a peut-être pas les mêmes défis qu'une organisation plus classique en loisirs publics. Moi, je te dirais, notre obsession, c'est la pertinence. On a une obsession d'être le plus pertinent pour le terrain, puis d'être capable de guider les bonnes décisions. Donc, dans le choix de nos sujets, est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose? Donc, nous, vraiment, notre défi, c'est... Parce que le jour que vous allez trouver que l'Observatoire ne répond plus à sa mission, bien, à quelque part, à quoi on sert? Ouais, Donc, essayer de toujours jouer, essayer de revoir la façon de communiquer. Puis en ce moment, les défis, c'est justement d'avoir une vision un petit peu globale en disant, mais comment rejoindre autrement?
Parce que pendant un certain temps, notre défi était de comment aller chercher la bonne information. Ça nous a pris quelques années. Maintenant, le défi, c'est est-ce qu'on est capable de faire mieux? Est-ce qu'on est capable d'arriver avec des nouveaux projets, des nouveaux outils et autour de là, essayer de bâtir quelque chose? Cette idée-là de devenir un musée davantage qu'une bibliothèque, ça vient un peu dans cette réflexion-là. Donc, ça nous vient avec une espèce d'obsession d'être le plus pertinent possible pour donner les meilleures décisions, guider la prise de décision. Puis justement, excuse-moi. Puis en fait, le deuxième point que j'allais dire, c'est également rapidement, le milieu du loisir a changé au cours des dernières années. Si on regarde au niveau de la culture avec la nouvelle politique, même le loisir avec sa politique, et on a renforcé les URLS. Il y a des acteurs qui se positionnent extrêmement bien. Il y a des gens extraordinaires qui travaillent dans ces organisations-là. C'est là l'Observatoire, à quelque part, aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces organisations-là? Est-ce qu'il y a des projets communs? Peut-être aller chercher y a-t-il quelque chose sans jouer le nouveau code dans basse-cour, chose qu'on ne veut jamais faire? Comment on est capable d'apporter de l'eau au moulin? Donc, ça vient un peu le défi de ne pas piler ses pieds, pas jouer, de laisser ceux qui doivent agir puis avoir la responsabilité, le leadership, et nous arriver notre petite part, nos petites ressources, puis y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour les aider au niveau plus provincial? Puis, en fait, ça va justement avec ma prochaine question qui est, on parle des défis sur 10 ans, pas forcément sur ce qui est des défis, mais sur 10 ans, où est-ce qu'on voit l'OQL? Parce que tu me parlais d'une société tout le temps en mouvement, le loisir qui évolue très, très rapidement avec les instances. Donc, l'OQL sur un 5-10 ans, où est-ce qu'on voit ça? On n'aura pas le choix d'avoir une vision... On n'a plus le réflexe d'aller sur un site web pour aller chercher l'information, à moins que ça soit un grand site web global. Donc, l'Observatoire va être davantage en termes d'un ensemble d'outils peut-être bâtis par nous, peut-être bâtis en collaboration avec nous, puis peut-être bâtis par un partenaire, mais qu'on devienne à quelque part l'espèce d'endroit, l'espèce de... Exact. Sans voler le contenu et sans voler le mérite à ceux qui vont l'avoir bâti, mais est-ce qu'on est capable d'influencer autrement et l'information se ramasse de manière un peu plus mâchée. Donc, d'après moi, l'Observatoire, on va être rendu là. D'après moi, l'Observatoire, on va avoir une vision internationale parce que je pense qu'on est rendu là. On a les ressources maintenant pour aller un petit peu plus loin et commencer à se faire des amis. Donc, essayer si jamais on a quelque chose, avoir le réflexe de dire, OK, en Belgique, en France, en Afrique, dans le Maghreb, comment vous vivez telle réalité, puis être capable finalement d'échanger, ça, c'est un défi qu'on va avoir. Puis je pense que ça va devenir intéressant. Quand je reviens sur l'exemple de la Scandinavie, qu'on réfère toujours, oui, vous savez, en Scandinavie, le plein air, mais OK, le Scandinavie, le plein air, qu'est-ce qui se passe en plein air en Scandinavie pour que ça devienne un peu notre source d'inspiration? On va demander à un Scandinave, chose qu'on n'a bizarrement pas de réflexe nécessairement de faire. Donc, l'Observatoire, je pense qu'on va l'avoir dans une vision sans être au service de l'international, mais de s'alimenter davantage de l'international. Donc, on va revoir, d'après moi, les façons de faire. On va revoir et on va retravailler sur notre site Internet également. C'est très, très, très difficile. Je veux dire, les médiums sont tellement en changement. À quel point il faut... d'exemple, je m'en vais suivre une formation en podcast qui est hyper nouveau. Donc, à quel point on va avoir du jus justement sur les nouvelles plateformes. Comment est-ce qu'on les utilise? Maîtriser une nouvelle plateforme puis s'assurer qu'elle va rester dans les prochaines années. C'est excessivement difficile. Donc, c'est pour ça que je suis content que c'est vous qui avez ce mandat-là. Mais c'est coller de la manière qu'on va chercher l'information. Chercher l'information, on va toujours aller chercher l'information. Puis on va avoir toujours, en tant que professionnel, le besoin d'avoir de l'information supplémentaire, de dialogue, de partir dans certains dialogues, de se faire alimenter. Le comment rejoindre, c'est là le défi. Justement, si on le voit dans la nature des médiums, le podcast en tant que tel est un échange de partage d'expérience. Donc, je vais te demander, en fait, si tu pouvais me partager justement une bonne expérience que tu as eue avec l'OQL, ça ressemblerait à quoi? Je pense que quelque chose que je n'ai pas encore fait assez, c'est de parler de la grande contribution d'André Thibault au développement du loisir public au Québec et par le biais, puis l'Observatoire était pas mal son bébé pendant longtemps. Mais, puis moi, même en tant que professeur, j'ai le poste de André également. Donc, en termes de chaussures oui.
Puis en termes d'expérience en lien avec l'Observatoire, c'est comment tu es capable de reconnaître un monument à sa juste valeur, comment tu es capable de souligner. Puis André, il s'est impliqué un peu partout, puis il avait commencé là, à passer de sa F1 à passer en quatrième, troisième vitesse. Mhm. Puis là, on se ramassait dans les derniers à faire des reconnaissances. Plusieurs ont fait des reconnaissances. Ils disent, oh mon Dieu, comment on est capable puis reconnaître. Et finalement, on a décidé de créer une bourse. Oui. Une bourse, la bourse André Thibault, qui est donnée à un étudiant de deuxième cycle, et nous, avec le nouveau doctorat, va être également au troisième cycle, et qui, non seulement en fait le projet, c'est pas tant de la question de la qualité académique, du dossier académique, mais ceux qu'on pense, par leur projet, vont avoir un impact dans la communauté. Et donc, c'est une belle bourse qu'on remet à un étudiant par année qui est et avoir réussi, puis voir André, les yeux d'André, c'est peut-être un des plus beaux moments en lien avec l'Observatoire que j'ai eu, c'est d'avoir réussi à toucher et OK, wow. trouver quelque chose qui vient vraiment reconnaître quelqu'un qui, justement, pense, puis la question de l'innovation, voir les choses autrement, puis que ça soit toujours une obsession que l'université doit servir le milieu. Et à quelque part, la bourse vient un peu reconnaître ça. Donc, ça a été, je te dirais, en termes d'expérience en lien avec l'Observatoire, il y a des expériences, je pense, plus négatives en lien avec la grande difficulté qu'on peut avoir à essayer de jongler avec différents dossiers. Mais ce côté-là d'avoir touché et d'avoir trouvé quelque part quelque chose qui est très observatoire, qui est très André, et je crois trouver une façon de le reconnaître, je pense que ça a été mon D'avoir pu toucher un expérience. modèle, une idole en quelque sorte, parce que tu portes un peu son bébé, en quelque sorte aussi, là, pour ce qui est de, ben, pas uniquement lui, bien sûr, mais c'est quand même quelque Ah oui, chose qui oui. s'est investi corps et âme. Excuse-moi, Donc, Frédéric, mais son bébé, définitivement son bébé. OK, Et c'est ton mentor en plus. en Donc, plus. Puis ça, dans ton day-to-day, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens une pression de, oh mon Dieu, c'est faux, qu'est-ce qu'André aurait fait, que M. Thibault aurait fait dans ce... ben, oui, je pense que oui. Je dois l'admettre, oui. Donc, je ne sens pas André qui joue la belle-mère en arrière, puis Non, qui non, non, non. m'indicte. Et André a toujours des superbes idées, puis c'est toujours tellement plaisant d'échanger ensemble. Mais oui, parce qu'on s'attend de l'Observatoire à quelque chose. L'Observatoire est là depuis 17 ans et on s'attend à une certaine forme d'excellence de l'Observatoire qui nous pousse, nous, de notre côté, à essayer de se mettre à jour, d'innover le plus possible. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui nous font confiance à l'Observatoire, mais je pense qu'il faut mériter cette confiance-là. Donc, ça devient. Ta question est excellente parce que oui, ça devient quelque part sans dire que j'ai de l'usère à m'endormir la nuit, mais ça Non, 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 devient non, mais quelque non. part de. C'est pas n'importe quoi l'Observatoire, puis il faut y faire attention. Oui, puis ça fait partie de nos quotidiens. Des fois, il y a des personnes qui quittent avec une mémoire organisationnelle, un tout, et tu dis comment est-ce que je vais faire pour remplir. Même moi, présentement, je suis un peu dans cette situation-là. La personne, ça faisait 10 ans qu'elle était dans ce poste-là. Elle a construit des choses magnifiques. Là, comment est-ce qu'on fait pour continuer la roue? Non seulement qu'elle continue, mais à ma façon aussi ou à ta façon aussi, parce qu'on ne veut pas juste continuer à répéter. Fait que ça devient quelque chose qui est super intéressant, mais en même temps, c'est super motivant aussi d'avoir à poursuivre le modèle ou avoir à poursuivre le projet justement d'un idole. Ça, c'est comme quelque chose qui devient très intéressant. Oui. Marc-André, la semaine dernière, j'ai demandé en fait aux personnes sur la page Facebook du podcast Expérience Loisir de me poser Oui. une question par rapport à l'Observatoire. Oui. Et j'ai reçu une bonne question de la charmante Roxane Ducamel, que je salue, qui dit, en fait, selon l'Observatoire, comment se porte la profession de professionnel en loisirs depuis le COVID? Et là, elle ajoute, comment le secteur événementiel et culturel va se relever de cette pandémie? Premièrement, allô Roxane, j'espère que ça va bien de ton côté. Écoute, ces deux questions, je pense qu'il y a deux réponses bien différentes. Moi, je te dirais en ce moment, en fait, je pense qu'avant la COVID, on était dans une bizarre de situation dans notre profession. Euh, qu'on avait beaucoup plus de retraites que de gens qui rentrent. Puis ça, c'est une OK. question démographique. C'est une Oui. question que, justement, il y a moins de gens nés dans les années 2000, début 2000, qui étaient nés dans les années 80. Puis à partir de là, au niveau des émissions, on le voit au niveau de la technique, on le voit au niveau du bac, on le voit, et on le voit également, les baby boomers, puis toute un peu la génération qui suit. Mais la prise de retraite s'est faite assez rapidement. Ce qui fait en ce moment,
sérieux problème de taux de chômage trop bas. C'est bizarre à dire, mais si vous voulez engager un archéologue, il faut que tu prennes assez de bonheur parce que nos finissants se faisaient. Ben, il y a une offre qui. Le nombre de courriers en disant hey, as-tu un bon étudiant à me proposer? Il y en avait beaucoup. Donc, il y avait ce côté-là que je pense qu'il y a peut-être un retour de balancier. Donc, ce qui m'amène à le retour de balancier sera peut-être moins raide que dans d'autres secteurs. Donc, en restauration, dans d'autres milieux, où que ce ne sera pas nécessairement tout le monde qui va réouvrir. Donc, moi, je crois que la profession des professionnels en loisirs, avec la COVID, on va avoir des organisations qui vont se remettre sur pattes assez rapidement. La grande variable, c'est quel soutien nos organisations de loisirs, nos associations vont avoir pour justement un peu repartir la machine. Tu parles de soutien financier? Soutien financier principalement, ou des fois une question de soutien locaux en termes de soutien. Juste la reprise en septembre des activités, par exemple, de loisirs en lien avec les écoles, est-ce qu'il va y avoir un lien? Donc, l'association locale qui a besoin du gymnase, même assez rapidement, on va avoir peut-être des écoles qui essayent de voir un peu comment la dynamique. Ça, j'ai hâte de voir cette dynamique-là en septembre, comment ça va se voir. La profession, je crois qu'elle est d'autant plus pertinente. Je crois que la profession se comporte extrêmement bien présentement parce qu'on voit sa résilience. Il y a tellement de projets complètement géniaux qui ont émergé. C'est vraiment de voir dans des situations que le monde du loisir se fait un peu mettre un peu brassé, de voir comment ils réagissent. C'était super dans une pandémie, dans un milieu tragique, c'est certain, mais en fait, tu comprends ce que je veux dire. Oui. Un des secteurs qui a été le plus touché, c'est le secteur d'événementiel. Parce que le secteur d'événementiel, et on voyait même plusieurs finissants aller vers l'événementiel, puis l'événementiel devient pour des finissants un désir là, de s'investir dans l'événementiel. De plus en plus de personnes qui viennent dans le programme dans le but d'aller dans l'événementiel. Mais ça, on a coupé une année complète. Souvent, il y a des mises à pied. Puis quand, d'après moi, l'événementiel va reprendre, il va y avoir beaucoup de personnes sur le marché. Mais il y a peut-être aussi beaucoup de personnes sur le marché qui vont s'être placées ailleurs. On s'est hâte de voir comment ces gens-là, comment le milieu de l'événementiel, au niveau des ressources humaines, au niveau de comment ça va se repositionner. Parce que d'après moi, tes équipes qui étaient là, par exemple, des gros festivals, ça ne me surprendrait pas qu'on va avoir un gros taux de roulement pour avoir des nouvelles équipes, puis peut-être même aussi une nouvelle vision qui va s'intégrer au niveau de ces événements-là. Oui, ça devient intéressant, effectivement, de voir à quel point ça va. Parce que les personnes vont effectivement changer ou peut-être justement rester en poste. Mais souvent, quand on crée un événement et qu'on a la chance de le faire année après année, on change des variables ou quelques-unes des variables. Mais quand on reprend un événement, disons que la variable, elle grossit, donc on change un peu plus l'événement, fait que ça va devenir intéressant d'avoir peut-être des festivals de jazz ou plus grands que ça, ou plus petits que ça, c'est-à-dire dans des plus petites municipalités ou autres, comment est-ce que les événements vont venir être influencés justement avec cette vague-là, tant au niveau du financement, du recrutement. J'ai hâte de voir moi aussi à quel point ça va évoluer. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais ça tester avec toi ton secteur ou ton côté de cerveau créatif en te parlant, en fait, en te demandant au niveau du Dream Team et du budget limité, comme je le fais dans l'ensemble de mes capsules, tu as 3 à 5 personnes qui forment ton Dream Team et tu as un budget illimité pour l'UQL. À quoi ça ressemble? J'ai la chance déjà de travailler avec des gens extraordinaires quelque part, que j'ai choisi. Puis, donc, en ce moment, c'est sûr certain que je ne veux pas nécessairement ajouter des gens à mon équipe en pensant les tasser. Mais, écoute, moi, il y a des gens qui m'inspirent présentement dans le milieu du loisir que j'ai croisés il y a quelques années. Mais à chaque fois, je trouve des choses qu'elles font sont vraiment intéressantes. Je pense à un Jean-François Lévesque à Terrebonne ou Philippe Champagne à Trois-Rivières ou Simon Rousseau qui est qui est le DG à Lévis ou Emilia à Bécancour. Des gens qui la vie a fait que j'ai croisé. À chaque fois que je les rencontre, ils ont toujours une superbe vision. Okay. Mais je ne sais pas si je l'ai vu dans mon équipe ou je veux qu'ils restent où ils sont pour qu'ils puissent continuer à m'inspirer. Et c'est des gens qui... donc, c'est des gens que j'aimerais avoir. J'ai droit à budget limité. Là. Budget limité, 3 à 5 personnes. Je vais y aller avec les 3 récréologues puis même que le département a souligné. J'y vais avec Daniel Gélina, qui
a sauvé. Moi, un des premiers travaux, c'était comment Daniel Gélina avait sauvé le 400e à Québec. C'est quelqu'un de chez nous, c'est quelqu'un d'une superbe vision, une belle vision stratégique. J'aimerais voir, je serais curieux de voir comment il voit l'Observatoire, puis c'est juste que oui, il serait capable de nous pousser. Richard Legendre, tu me donnes un bon budget, là, je vais le prendre, ton Oui. budget. Pour l'anecdote, moi, j'avais fait mon stage au ministère au secrétariat des loisirs et au sport quand j'étais au bac. Puis c'était mon ministre. Puis très OK. inspirant. Puis récemment, j'ai entendu parler, il est venu on l'a félicité, on l'avait souligné de son Pythagore qu'on appelle chez nous. Mhm. Éric Forêt également, qui était le troisième aussi. Donc, Éric Forêt, qui est un sénateur, ancien maire de Rimouski, qui a toujours été un champion du loisir. Donc, c'est sûr, c'est certain que j'aimerais l'avoir. Puis, je rajoute deux personnes, tiens. Deux personnes qui. Hey, je t'en ai-tu du monde, hein? Tu m'avais C'est dit deux parfait, gars. t'atteins la limite, c'est parfait. J'écoutais le premier podcast que j'avais écouté, c'était Martin Lambert. Et OK. dedans, il mentionne mon tuteur de stage, qui est Patrick Dubé, qui peut-être une personne avec la personne avec une vision politique et stratégique qui j'aimerais retravailler avec Patrick. J'aimerais donc. Là, en ce moment, il est sous-ministre, très, très bien placé, mais j'ai un budget limité, fait que je vais peut-être essayer de le négocier. Fantastique. C'est comme les joueurs de hockey, tu peux les avoir à 1 million, il n'y a pas de problème. Oh, OK, bien c'est parfait. À ce prix-là, j'irai également chercher quelqu'un que j'ai beaucoup travaillé. Un de mes premiers patrons dans le milieu du loisir, Patrick Lafleur. On est en train de vider Loisirs et Sport Montérégie parce que on avait parlé du directeur, là c'est le directeur de Loisirs et Sport Montérégie. Puis Marie-Laurence voulait aller chercher Mélodie. Donc, on est en train de vider Loisirs et Sport Montérégie, mais Patrick a toujours été une personne avec une vision que j'aimais, qui en ce moment évolue dans le niveau des URLS, un super beau leadership. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Puis je travaille avec Patrick, mais essayer de l'avoir dans l'équipe, je serais OK. curieux, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Donc, Daniel Gélina, Richard Legendre, Éric Forêt, Patrick Hein? Dubé et Patrick Lafleur, une équipe de feu. Eh boy, OK, ouais. J'aurais besoin de ton budget, j'aurais besoin que tu vendes ton... Puis rendu là, avec un Dream Team comme ça, tu fais quoi avec l'OQL? Mais Avec. n'importe qui rentre dans ton organisation, avec le type d'organisation qu'on a à l'Observatoire, c'est quelqu'un qui t'arrive avec une nouvelle vision, qui t'arrive avec une nouvelle façon, une façon de voir le loisir. Puis il faut avoir quelqu'un qui a une distance, puis qui arrive comme OK, mais as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ci? Moi, c'est ça qui m'inspire. J'aime avoir des gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, justement, qui apportent à l'équipe. Ces gens-là me battent à haute couture sur plusieurs aspects et j'aimerais juste m'entendre en disant Hey, t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça? Et OK. pour reprendre des soupers que je pouvais avoir à une certaine époque. Fantastique. Donc, un grand merci. Pour les deux prochaines questions, les deux prochaines rubriques, je te laisserai la parole. On va commencer en fait. Est-ce que tu avais une question pour la communauté du loisir que les personnes vont pouvoir, dans le fond, répondre à même les commentaires en fait de la vidéo? En fait, je peux peut-être partager une espèce de préoccupation que j'ai. Mhm. Je trouve qu'il y a deux clientèles sur lesquelles je pense qu'il est temps que le loisir public on se positionne. Et je crois qu'on commence. La première, c'est les personnes plus marginales. Les personnes qui. On travaille, je vais prendre peut-être l'exemple d'une municipalité dont le mandat est de toucher l'ensemble des citoyens. Mhm. Ceux qui viennent à mon camp de jour, je les connais. Ceux qui viennent à mes activités, je les connais. Mais ceux qui ne viennent pas, c'est qui? Et il y a des superbes travaux qui ont été mis en place par notamment ma collègue Marie-Claude Lapointe avec Jason Croft. L'idée, c'est d'essayer de comprendre qui sont les non-usagers. OK. Ça me chicote. OK. Et parce qu'on ne les connaît pas, ils sont toujours dans l'ombre, puis peut-être il y a certaines personnes parce qu'ils ont des sous, parce que leur loisir, ils vivent à l'extérieur de ce que la communauté est capable d'offrir, puis c'est bien correct. Mais moi, je pense toujours au monsieur peut-être qui ne sait pas comment s'inscrire, qui ne sait pas comment. Donc, la question de l'accessibilité, on est toujours les grands défenseurs, nous, en loisirs publics, de l'accessibilité, mais je ne crois pas qu'on soit. Je crois qu'on est capable de travailler davantage avec certaines clientèles qui sont peut-être pour une raison culturelle, peut-être une raison financière, physique, économique, qu'on met de côté. On le sait, on a le discours sur l'accessibilité, on l'a, on le connaît, les facteurs, on les connaît, mais pas. Mais comment on est capable de rejoindre? Donc, si jamais vous avez des initiatives que vous avez mises en place pour rejoindre des non-usagers,
on est vraiment intéressé à les connaître. Parfait. Donc, j'invite... Oui, vas-y, excuse-moi. Puis rapidement, la deuxième, je pense, excuse-moi, tu m'avais dit une petite minute pour ça, Allez, y a pas de mais, problème. mais On a y tout le aller temps. tout le temps. Revoir la question sur les bénévoles. On OK. a un gros mandat de soutenir les bénévoles. Puis, même moi, je reçois des courriels, des fois, qui, OK, là, la semaine passée, une dame qui m'écrit, écoutez, Club de l'âge d'or, je suis la vice-présidente, la présidente, finalement, est pas mal malade. Là, c'est moi la présidente, qu'est-ce que je fais? OK. Bon, bonjour, madame, on va Bonjour. s'asseoir. On a passé 45 minutes ensemble. Quelque part, c'est pas nécessairement mon mandat, surtout comme prof d'université, Ouais. mais on a besoin de rejoindre ces personnes-là. On les oublie. Puis il y a la gouvernance des associations, le tiers des OSBL est en loisirs. Puis j'ai comme l'impression qu'ils mériteraient d'avoir un ensemble de ressources supplémentaires. Puis c'est ça que j'aimerais savoir. Quelles ressources vous pensez que les associations de bénévoles, avec ou sans permanent, on pourrait essayer d'aller à... Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et est-ce qu'ils ont besoin de plus de formation? Est-ce qu'ils ont besoin de nouveaux guides? Est-ce qu'on est capable de... Comment on est capable de mieux outiller le citoyen qui s'implique passionnément, mais qui n'a pas nécessairement de base en comptabilité pour faire la trésorerie? Et moi, c'est l'autre obsession que j'ai présentement. OK, ben c'est super pertinent parce qu'on en a parlé aussi dans les autres podcasts pour tout ce qui était au niveau du recrutement, même des nouveaux bénévoles, si on peut, si on peut Ouais. les appeler comme ça, parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'implication. Je ne veux pas m'impliquer pendant une année, mais par contre, je veux m'impliquer pendant une séance, pendant 2 séances. Mais je ne veux pas être là pendant une année, avoir un rôle, un titre, des responsabilités. Mon agenda, je ne le connais pas. Fait que je ne veux pas me rendre jusqu'à là. Fait que c'est super pertinent. Et donc, pour ceux ceux et celles qui souhaitent répondre aux grands questionnements qui ont été posés par Marc-André, tout simplement le mettre sur les commentaires en fait du vidéo. Puis ça va me faire plaisir en fait par la suite de les partager avec Marc-André. Et pour finir, Marc-André, je te laisserai 2 à 3 minutes à toi. Tu as carte blanche. En fait, tu promeus ce que tu veux. Donc, tu as un 2 à 3 minutes à toi. Ah, bien sûr, bien sûr. On est à l'Observatoire québécois du loisir. On l'a donné tout à l'heure l'adresse. On est là pour vous. On est toujours intéressé de vous entendre. Donc, je n'ai pas pour joindre et de vous inscrire à l'Observatoire. Je pense que le podcast comme tel était. Il ne faut pas le voir non plus comme une grosse plug, mais je vais essayer de donner la parole, je pense, à une initiative que je trouve vraiment incroyablement intéressante, qu'on a vu récemment passer sous le radar au niveau de l'Observatoire. Donc, ma plug, je vais la faire pour une autre organisation, un autre projet, qui est ce qu'un étudiant, un nouvel étudiant au doctorat, le nouveau doctorat en loisirs chez nous, travaille, c'est sur l'improvisation. Puis revoir l'improvisation. Jocelyn Garneau est en train de travailler sur cette question-là et a soumis un superbe rapport. Il travaille notamment avec la LNI, mais de voir un peu comment évolue notre pendant sport national culturel, quelque part, qui est l'impro. Mais en même temps, je fais peut-être la gaffe justement de le présenter comme étant dans sa structure très LNI, très compétition, très... Mais il y a une manière de revoir l'impro. Puis l'impro a été pour plusieurs l'initiation aux arts de la scène, l'initiation à l'art dramatique, a été un tremplin incroyable pour l'ensemble des humoristes au Québec. Il y a plusieurs personnes qui est allé chercher quelque chose au niveau de l'impro, qui est allé chercher certaines compétences de leadership, a réussi à vaincre l'espèce de démon qui est l'exposé au rôle du secondaire par l'impro puis le théâtre. C'est superbe. Donc, je vous recommande le rapport que Jocelyn Garneau sur l'impro a écrit récemment. Je ne peux que recommander. Finalement, Et ça, le rapport, il est disponible en ligne? Il est disponible... C'est en l'expliquant que je dis j'espère qu'il est disponible en ligne. Je vais faire un lien. Je vais voir justement avec Jocelyn. Mais essayer de revoir. Et il y a également, Jocelyn est en train aussi de partir, il y a une espèce
un ensemble de canaux de communication, d'essayer de revoir l'impro autrement. C'est superbe et je pense qu'on avait besoin. Et je pense que c'est un art qui est purement québécois, qui est purement québécois, mais du moins dans sa prestation, mais qui s'en va, qui est très différent de l'improv, très américain, très stand-up. Le stand-up, oui. Exactement. Donc, je crois qu'il y a une superbe trouvaille pour ceux qui s'y sont intéressés dans le milieu scolaire, dans le milieu culturel, à l'improvisation. Ah ben ça, c'est fantastique. Dans le fond, en m'envoyant le lien, je vais pouvoir l'ajouter aussi à la vidéo au bénéfice de tous. Donc, écoute, je veux pas que ça arrête, mais c'est déjà terminé. Un énorme merci Marc-André pour l'opportunité, la chance que tu m'as donné de t'interviewer pour le podcast Expérience Loisir. C'est hyper apprécié. Eh bien, c'était extrêmement intéressant de te revoir. Puis, félicitations pour votre beau programme. Merci. Et prends soin de toi.